FM la 88.1. La plus citoyenne des radios en Guinée. La plus citoyenne des radios en Guinée. Tous les enfants doivent aller à l'école. L'école d'abord. L'éducation en Guinée est malade. Les étudiants qui sortent, soi-disant maîtrisables, ne sont même pas capables de faire une page sans faire de faute, même pas une page. L'école d'abord est une tribune d'échange en direct, d'expression à chaud autour des grands défis du système éducatif guinéen. À 1,133 milliards 900 545 000. C'est un affaire qui parle pas beaucoup affronté au montant. Débat, analyse, jeux radiophoniques et reportages. On a un manque énorme d'enseignants et le peu qui est là, le niveau n'est pas bon. L'école d'abord, c'est votre émission qui vous parvient tous les samedis de 15h à 16h sur la 88.1. Je fais la 10e, mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant. Le surveillant nous demandait de l'argent pour nous donner les réponses et on utilise aussi les téléphones. City FM, la plus citoyenne des radios et plus éducative des fréquences. La finalité, c'est d'avoir une école où les enfants qui iront à la maternelle ou primaire sauront lire, écrire, parler et compter en français. L'objectif, c'est d'avoir des élèves et des étudiants qui vont trouver de l'emploi à leur sortie, qui sont fiers d'eux. Quand il y a des employeurs en Guinée, qu'il n'est pas besoin d'aller chercher des étrangers pour travailler dans leur entreprise. L'école d'abord, c'est avec Mamadou Djongasiba. Nous sommes samedi 11 juillet 2020. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, fidèles auditeurs et auditrices de la 88.1 City FM. Ravi de vous retrouver sur les antennes de la plus éducative des fréquences et bienvenue dans votre émission hebdomadaire L'école d'abord qui vous parvient tous les samedis quand il est 15h. Il est exactement 15h passé de 2 minutes dans ce studio de la 88.1. Vous savez, aujourd'hui, c'est la journée africaine de la lutte contre la corruption. À cette occasion, voilà, et vous savez, l'Agence nationale pour la lutte contre la corruption en République de Guinée a procédé à l'installation des points focaux dans les différents ministères. Lors de cette cérémonie, malheureusement, parmi une trentaine de ministères invités, seulement 12 ont envoyé des représentants. Parmi ces 12 ministères présents, le MENA figure. Voilà, le MENA figure. Alors, pour aborder ce thème, vous avez dans ces studios, comme prévu, comme promis d'ailleurs, Monsieur Abdoulaye Adir Ba, point focal du MENA. Avec lui, nous allons parler de long en large la lutte contre la corruption au sein du système éducatif guinéen. Nous allons marquer une courte pause, on revient juste derrière. Mais au bout du fil, vous aurez aussi le secrétaire général de Sinebgui, syndicat voilà, et des écoles privées. On va voir où en sommes-nous avec la grève, quelles sont ses impressions par rapport, n'est-ce pas, voilà, à l'annonce faite par le MENA en ce qui concerne les dates des différents examens nationaux.
Voilà, de retour dans ce studio, il est là, voilà, tant bien que mal, monsieur Ba, voilà, ça va? Bonsoir, oui, bienvenue. Ouais, bonsoir, merci. Voilà, en tout cas, vous avez honoré l'engagement et le rendez-vous en dépit des occupations, en dépit de la pluie, en dépit d'autres soucis liés à tout ça. Merci pour, pour cet honneur. Ok, merci et bonsoir à vos millions d'auditeurs et merci aussi. Voilà, et nous allons partir droit au but, pour aller droit au but dans cette émission. Voilà, Monsieur Ba, on sait qu'aujourd'hui, c'est le 11 juillet, c'est l'Afrique qui célèbre cette journée internationale de la lutte contre la corruption, ainsi que l'Afrique de façon générale, quand même n'est pas épargnée cette pandémie entre guillemets. Il y a certains qui ont dit hier et aujourd'hui que la corruption est pire que la pandémie. Monsieur Ba, d'abord, qu'est-ce que la corruption? Ok, merci. Merci et je salue vos millions d'auditeurs. Et donc, avant d'aborder la question, je vais d'abord rappeler que la Guinée a pris des engagements vis-à-vis de la communauté internationale et africaine aussi, et notamment à travers la loi L034 du 28 juin 2017, et autorisant la ratification de l'accord entre le gouvernement guinéen et le gouvernement de la République de Turquie à la coopération dans le domaine de l'éducation, signé à Accra le 27 décembre 2016. Et ensuite, la loi L035 du 28 juin 2017 autorisant la ratification du protocole du 27 juin 2014 portant amendement du protocole du 1er juillet 2008 relatif au statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Et donc aujourd'hui, nous parlons de la loi parlant de la prévention, la détection et la répression de la corruption dans des infrastructures et des infractions assimilées. Donc c'est la loi L041 du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. Et donc, vous voyez, il y a tout un panoplie de lois qui parlent de ça. Cela prouve à suffisance que la Guinée a une très bonne volonté pour détecter, prévenir et réprimer aussi la corruption dans le secteur public et privé. Bien, et maintenant, parce que au-delà, qu'est-ce que la corruption, qu'est-ce qu'on peut faire pour dire que tel est corrompu ou tel est corruptible? Ok, merci pour la question. Je vais revenir par rapport à la définition de la corruption. C'est au niveau de l'article 3 de la loi L041 qui parle de la corruption. Et l'article 3 dit que la corruption est le résultat des moyens utilisés et des actions tendant à détourner quelqu'un de ses devoirs pour le déterminer à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, moyennant un avantage indu ou un enrichissement illicite. Donc, elle est aussi l'utilisation des pouvoirs que confère une charge publique pour en tirer des avantages personnels. Et donc, la corruption est caractérisée par les agissements soit du corrompu, soit du corrupteur, soit les deux côtés. Voilà, soit les deux côtés. Donc la tentative, elle est punissable par notamment le code pénal de la République de Guinée en vigueur. Bien, en tout cas, ce sont les définitions de la corruption. Maintenant, est-ce que aujourd'hui, selon cette définition, est-ce qu'on peut dire que la Guinée, à un moment donné, est un pays corrompu? Au fait, on ne peut pas dire que la Guinée est un pays corrompu. Vous savez, quand vous dites qu'un pays est corrompu, ça c'est vague. Ouais. Dans tous les pays au monde, il y a des personnes qui sont corrompues, bien sûr. Il y a la corruption partout. Il y a la corruption partout. D'accord? Mais la Guinée a une bonne volonté et est en train de s'engager dans le sens de lutter
notamment contre cette corruption. Parce que la corruption, comme vous l'avez si bien dit à l'introduction, la corruption aujourd'hui est plus que le virus, le coronavirus. D'accord. Donc c'est la corruption la corruption dans un pays, ça entraîne l'effondrement de l'économie nationale. Et c'est pourquoi le gouvernement guinéen aujourd'hui s'est engagé vraiment dans ce sens-là pour lutter contre la corruption, pour que les économies puissent servir la population à la base. Bien, et voilà, en tout cas, ça c'est à travers l'Agence nationale de lutte contre la corruption qui apparemment a remplacé un ministère, parce qu'il y avait un ministère lié quand même à cette lutte contre la corruption. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire si vous voulez, de relancer ce ministère peut-être pour être efficace sur le terrain? Bon, l'efficacité sur le terrain ne dépendra pas seulement de mettre l'agence en tant que ministère, mais c'est de mettre, comme déjà l'agence des personnes ressources, comme elle est en train de faire les points à travers les points focaux. Je crois qu'il suffit de donner des ressources matérielles et financières au niveau de l'agence pour pouvoir bien assimiler ses fonctions. Je crois que c'est pas la peine de dire il faut assimiler, il faut le transformer en ministère. Ça a déjà été fait. Auparavant, c'était déjà c'était à l'époque au ministère de l'économie et des finances, c'était une direction. Mais vu la volonté du président de la République à lutter efficacement contre la corruption, c'est pourquoi il a décidé à ce que l'agence soit logée au niveau même de la présidence. Bien, l'agence est logée au niveau de la présidence. Oui, bien sûr, le ministère peut exister alors que l'agence aussi existe. Les deux pouvaient exister parallèlement. Je pense que ça allait être plus efficace qu'aujourd'hui. Je crois qu'on va donner le temps à l'agence de faire ses preuves et ensuite on verra. Bien, ensuite on verra. Et hier, M. Abdoul Qadir, je rappelle, vous êtes le point focal de la lutte contre la corruption, si vous voulez, au sein du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Hier, voilà, on a pris part à cette installation. Très malheureusement, sur une trentaine de ministres invités, il n'y avait que 12, y compris votre ministère. Est-ce que il n'y a pas anguille sous roche quelque part? Ok, moi je suis très satisfait. Et cela prouve à suffisance que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a une très bonne volonté pour lutter contre la corruption en milieu scolaire et dans tout le système éducatif guinéen. Donc je suis très content et je sais que les cadres du ministère sont déterminés, vraiment, parce que la corruption ça tue le système éducatif et ça tue tous les systèmes dans n'importe quel département ministériel, dans n'importe quel secteur public. La corruption tue l'économie. Donc c'est pourquoi je félicite encore une fois le MENA d'avoir cette bonne volonté de pouvoir se représenter au niveau de l'Agence nationale de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Bien, avant certainement d'aborder l'autre question par rapport, n'est-ce pas, aux critères de votre choix aujourd'hui, puisque vous parlez du MENA et vous relevez du MENA. Le MENA vient de changer son ministre, Dr Amadou Bano Bari. Voilà, désormais c'est le ministre, c'est le ministre de l'Éducation. Comment vous l'appréciez? Comment est-ce que vous avez accueilli son arrivée au sein de votre ministère? Ok, merci. Je crois que le professeur Amadou Bano Bari, je crois qu'il n'est pas présenté au public guinéen. Je crois que c'est d'abord un enseignant, quelqu'un qui est pétri de talent. Et il connaît encore très bien le système éducatif parce que vous avez vu, il a mené beaucoup de réformes pendant qu'il était le conseiller au niveau de la présidence de la République. Et donc, comme il connaît le système, moi je crois qu'il a toutes les chances vraiment de réformer le système et d'avoir des bons résultats à travers les cadres, des bons cadres qui sont au niveau du MENA et qui ont aussi une très bonne volonté de l'accompagner. Je crois qu'en conjuguant les efforts avec l'ensemble des cadres du MENA, et les choses vont aller de l'avant. Bien, même si y a certains qui disent qu'il il était mieux d'être ministre de l'enseignement supérieur que d'être au niveau du MENA, parce qu'il semble qu'il maîtrise l'université plus que le pré-universitaire. Est-ce que vous êtes de ceux qui le pensent? Bon, moi je crois qu'on ne peut pas rentrer dans la discrétion du chef de l'État.
Ça, c'est la nomination de quelqu'un au sein d'un ministère. Okay. Ça relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Donc, on ne peut pas rentrer dans ça. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire par rapport à ça. Mais tout ce que je sais, c'est que Dr Bano, c'est quelqu'un qui est pétri de talent. Et je crois qu'avec l'effort de tout le monde, il pourra obtenir un bon résultat. Il ne s'agit pas seulement d'être enseignant pour pouvoir apporter quelque chose au niveau des ministères. Vous savez, la gestion des ministères, il faut avoir une capacité managériale. C'est le management. Même si vous êtes économiste, vous n'avez jamais enseigné ou bien vous ne connaissez pas le système, et si vous êtes manager, vous pouvez bien gérer un département ministériel. Donc ça n'a rien à voir avec le profil, non. Il suffit d'être un bon manager pour pouvoir gérer un département ministériel. Et surtout quelqu'un qui fédère beaucoup aussi au sein des ministères, parce que vous trouverez certainement des idées différentes et il faudrait être quelqu'un, un grand rassembleur, un grand fédérateur. Bien, voilà, et en tout cas, nous allons évoluer dans cette émission. Je vous rappelle que vous suivez votre émission fétiche, l'école d'abord, qui vous parvient tous les samedis quand il est 15h. Et ce soir, vous avez dans nos locaux M. Abdulkadir Ba. Voilà, il est le point focal de la lutte contre la corruption au sein du système éducatif guinéen. M. Ba, on sait qu'il y a beaucoup de cadres au niveau du MENA. Qu'est-ce qui a prévalu votre choix? Quels ont été les critères de votre choix pour que vous soyez le point focal, le relais de l'Agence nationale de la lutte contre la corruption? Bon, moi je crois que le critère de mon choix, ça relève de mes chefs hiérarchiques. Et donc, je crois que déjà il y a la compétence, il y a la volonté, et voilà, il y a beaucoup de critères que eux que moi j'apprécie. Et ben cela relève de leur discussion. J'ai été choisi et bon, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai été choisi, mais ce qui reste clair, c'est que je ne managerai aucun effort pour que je puisse mériter la confiance qui a été placée en ma personne. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais les critères qui ont prévalu à mon choix, je crois qu'il y a beaucoup de cadres pétris de talent au sein du département de l'éducation, mais peut-être que mon profil en tant qu'auditeur interne, peut-être que ça a aussi contribué à mon choix, mais cela relève aussi une fois au pouvoir discrétionnaire des chefs au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Bien, est-ce qu'après ce choix, vous n'avez pas dit, tiens, j'ai encore une pression de plus, parce que je pensais que voilà, on allait choisir tel ou tel ou tel, et si on arrive à me choisir, donc c'est une façon de dire que on veille sur moi. Oui, moi je remercie le bon Dieu. Peut-être une pression de plus. Oui, moi je remercie le bon Dieu. Vous savez, notre vocation, nous sommes tous des Guinéens, notre vocation c'est de contribuer à notre manière au développement de ce pays. Et donc, si le MENA a décidé à ce que je sois le point focal de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, je ne peux que m'en réjouir et promettre que je ferai le maximum pour mériter cette confiance. D'accord? Voilà. Bien, d'accord. Certainement, il y a certains de nos auditeurs où depuis hier, on a vu, voilà, au niveau des médias, on parle des points focaux. Et quand on dit que M. Ba est le point focal de la lutte contre la corruption au sein du système éducatif guinéen, ça veut dire quoi, être point focal? Bon, être point focal, c'est être le relais entre l'Agence nationale de lutte contre la corruption et le département sectoriel en question. Donc, toute information, c'est-à-dire contribuer à la détection, la prévention, la détection et la répression de tout acte de corruption ou des pratiques qui sont assimilées. D'accord? Donc nous sommes les relais entre le département sectoriel et l'agence. Parce que l'agence n'a pas des personnes qui se trouvent au niveau du département sectoriel. Donc pour pouvoir exercer des activités au niveau de chaque département, il faut trouver des personnes qui sont déjà dans ces départements, qui connaissent le système pour pouvoir relayer certaines informations. D'accord? Mais en étroite collaboration avec le département en question.
c'est ça un peu. D'accord. Voilà, en collaborant avec le département, est-ce que si vous collaborez avec le département et que vous devez collaborer certainement de façon en connivence avec l'agence, est-ce que ça ne va pas, n'est-ce pas, mettre des bâtons dans vos roues par rapport à ce relais? Parce que là, votre rôle, si je comprends bien, c'est de donner les informations liées à la corruption à l'agence, et l'agence aussi joue son rôle par rapport, n'est-ce pas, à la répression pour interpeller la justice par rapport à cet acte de corruption. Vous savez, d'abord, la corruption, ce n'est pas... Quand on parle de corruption, et le Guinéen a tendance à penser automatiquement à la répression. Et le rôle, ce n'est pas de réprimer d'abord. C'est pourquoi on dit prévention. Okay. C'est de prévenir. Comment on prévient? Il faut d'abord montrer aux gens que voici ces genres de pratiques-là, c'est ça qu'on appelle de la corruption. Et d'ailleurs, je vais autour de notre débat, je vais vous parler un peu quelles sont les quelques pratiques qui sont assimilées à la corruption. Parce que même si certains le font, mais peut-être qu'ils ne savent pas que c'est de la corruption, d'accord? Et donc notre rôle, c'est de prévenir cela, c'est d'expliquer aux gens, voici au fait des pratiques qui ne sont pas du tout bonnes. Voici des pratiques qui sont assimilées à la corruption et il faut les éviter. Parce que si les gens sont informés, peut-être que les gens vont chercher à éviter. Donc il faut vulgariser aussi la loi, parce que beaucoup ne connaissent pas la loi. Donc c'est ça un peu notre rôle. Ça, c'est la prévention. Il faut que les gens soient informés, il faut les sensibiliser. Et ensuite, et procéder maintenant à la détection, et pour pouvoir maintenant, ça relève maintenant du pouvoir de la justice pour sanctionner tel ou tel acte. Mais nous, notre rôle, c'est de relayer l'information. C'est de prévenir. Bien, c'est de prévenir. Voilà, on suppose automatiquement que vous, en tant que point focal, vous êtes automatiquement à l'abri de la corruption. Je n'ai pas compris votre question. En tant que point focal, on comprend que vous êtes point focal de la lutte contre la corruption. On comprend que vous êtes à l'abri. On ne parlera pas de la corruption chez vous, monsieur Ba. Non, vous savez, la loi, elle est faite pour tout le monde. Donc, la loi n'est pas partielle. Et donc, quand vous regardez la loi dont je vous ai cité, la loi qui portant prévention, détection et répression des infractions assimilées à la corruption, la loi L041, elle est faite pour tout le monde, y compris le numéro 1 guinéen. Donc ça, aucun n'est au-dessus de la loi, d'accord? Donc cela ne veut pas dire que nous, en tant que point focal ou en tant que membre de l'agence, qu'on est à l'abri de la répression si on était tenté à faire de la corruption. D'accord, sauf que vous, par exemple, vous, en tant que point focal, c'est qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va veiller sur vous, sauf que c'est vous qui veillerez sur les autres. C'est une façon de dire que vous avez encore une pression davantage pour peut-être bien se comporter, même si vous avez la tentation de faire quelque chose. Oui, vous savez, tout le monde est redevable. Quand on est acteur d'un service public, on est redevable vis-à-vis de la population. Ouais. Et donc, la corruption, il y a le corrompu, il y a le corrupteur. D'accord? Ah. Maintenant, même nous, on est redevable vis-à-vis de la population. Donc, cela ne veut pas dire qu'on n'est pas aussi surveillé. Même vous, journalistes, vous pouvez nous surveiller pour voir est-ce que ce que nous sommes en train de faire, est-ce que c'est conforme avec la loi et les règlements intérieurs de l'agence. Donc, on n'est pas à l'abri de contrôle. D'accord. On va aller certainement par rapport à ces actes assimilables à la corruption. Ok, d'accord. Et je vais parler un peu de quelques actes qui sont assimilables à la corruption. Et ça, c'est un article de l'article 764 du Code pénal qui parle un peu des actes qui sont assimilés à la corruption. Et vous avez la soustraction ou la tentative de soustraction de fonds publics ou privés, la destruction ou la tentative de destruction des actes, des titres ou tout autre objet auquel les auteurs ont accès en raison de leur fonction. Vous avez aussi l'utilisation ou la divulgation sans autorisation. Même après cessation de leur fonction,
des informations confidentielles auxquelles les auteurs avaient accès en raison de leur fonction. Même si vous n'êtes pas en activité, vous n'avez pas le droit de divulguer certaines informations qui sont jugées confidentielles, d'accord? Okay. Maintenant, vous avez aussi l'utilisation de l'autorité conférée par la confection pour servir abusivement des intérêts personnels ou autrui. La prise ou la réception d'une participation de quelque nature qu'elle soit dans une entreprise publique ou privée dont l'auteur avait en raison de sa fonction la surveillance ou le contrôle pendant un délai de 5 ans à compter de la cessation de celle-ci, sauf lorsque les capitaux sont conçus par dévolution successorale. Maintenant, vous avez aussi l'acceptation de manière directe ou indirecte d'un cadeau ou de tout autre avantage pouvant mettre le bénéficiaire dans l'obligation morale d'accorder un traitement préférentiel ou spécial. Généralement, c'est ce que les gens pensent qu'il y a de la corruption, mais il y a plusieurs pratiques qui sont assimilables à la corruption. On parle de pot de vin, par exemple? Non, c'est différent. Il y a le pot de vin, il y a la corruption. Non, oui, je parle de le geste. Je vais vous donner un exemple. Un élève, par exemple, qui n'est pas admis en classe supérieure, il vient donner de l'argent il vient voir le professeur, l'enseignant, ou bien le directeur, pour qu'il ait une classe supérieure. Ça, la corruption. Donc, l'élève devient le corrupteur, et celui qui a pris l'argent pour favoriser l'enfant à aller en classe supérieure, il devient le corrompu. Et les deux sont punis de la même peine. Ah, n'est-ce pas? Donc, les deux sont égaux. Oui, devant la loi. Même la tentative, d'abord, elle est répréhensible. La tentative. Même si je viens vous dire, bon, monsieur, voici, j'ai de l'argent, aidez-moi à aller en classe supérieure. Ça seulement, c'est une tentative de corruption. Elle est punie à plus forte raison quand vous prenez de l'argent pour le faire passer en classe supérieure. Et imaginez les conséquences que cela va faire dans le système éducatif. Si l'enfant sait que il peut s'asseoir, dormir toute l'année et venir après payer de l'argent pour aller en classe supérieure, vous voyez ce que ça va faire? Ça va tuer le système. Bien. Voilà. C'est pourquoi il faut prévenir toutes ces pratiques-là. Et les détecter aussi pour pouvoir sensibiliser les gens par rapport à ça. Bien. Et voilà, j'entends souvent certains dire aussi qu'il y a la corruption passive et il y a la corruption active. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Par exemple, il donne un exemple. Moi, j'ai besoin, supposons, d'un passeport. Et on sait que le passeport, c'est 500 000. Je viens, voilà, et pour qu'on fasse mon passeport, il m'exige à ce que je paie de l'argent. Et moi, j'ai un rendez-vous très urgent. Il faudrait que je respecte mon rendez-vous. Et si moi, j'arrive à le faire, malgré moi, est-ce que je suis condamnable aux yeux de la loi? Bien sûr. La corruption, dans toutes ses pratiques, elle est condamnable. Et c'est prévu dans le code pénal guinéen, en vigueur. Bien, voilà, en tout cas, vous avez... En ce qui concerne la corruption active ou passive, je crois qu'on va prendre un autre exemple. On va prendre un autre temps pour pouvoir parler réellement, parce que la loi, elle est large, et si on se met à parler de ça ici, je crois qu'on va passer tout le temps sans en finir. Bien, voilà, en tout cas, on est là en train de parler de la lutte contre la corruption au sein du système éducatif guinéen. C'est toujours avec M. Abdoul Qadir Ba, point focal de ce combat au niveau du MENA. En tout cas, vous aurez au bout du fil d'un moment à l'autre monsieur Sori Nyuma Leno, le secrétaire général adjoint de Sinebgi. Voilà, monsieur Ba, on sait que voilà, dans la deuxième partie, vous allez parler de vos ambitions. Est-ce que comment vous voyez aujourd'hui, comment vous voyez cette agence? Est-ce que cette agence est capable d'aller jusqu'au bout de son combat? À la lire où vont les choses, la façon dont vous voyez cette agence. Oui. Oui, bien sûr. Moi, je suis très optimiste parce que les activités de l'agence, là, il va dans la bonne volonté du président de la République. Et pour lutter contre la corruption et les pratiques assimilées à la corruption.
Donc je crois que l'agence a toutes les chances de pouvoir très bien fonctionner. Parce que l'agence a le soutien du président de la République. Donc, mais pour parler, je ne peux pas parler de l'agence parce que je n'ai pas les prérogatives de parler de l'agence. Je parle en tant que point focal. Et je crois que vous pouvez vous approcher du directeur exécutif de l'agence pour pouvoir parler un peu de l'agence. Bien, voilà. En tout cas, nous allons toujours poursuivre cette émission. Nous allons marquer une courte pause. On revient juste derrière pour continuer les débats dans cette deuxième partie. Surtout, ne nous jappez pas. Nous allons parler de ses ambitions pour accompagner cette agence pour la lutte contre la corruption en République de Guinée, notamment au sein du système éducatif guinéen. On marque une courte pause, on revient juste derrière. Une nouvelle vision de la publicité. Techland Pub est une agence de publicité qui a rendu possible la vente d'espaces publicitaires sur taxi à Conakry ainsi que dans les provinces. Techland Pub a développé son panneau publicitaire sur un modèle bien connu. Pour le lancement de votre campagne publicitaire, chacun de nos taxis partenaires est suivi par un système de géolocalisation GPS accessible 24 heures sur 24 installé dans chaque taxi du début à la fin de chaque campagne d'affichage. Vous recevez dans un délai de 7 à 15 jours suivant la fin de votre campagne d'affichage un rapport complet sur son déroulement. À travers la communication de Techland Pub, vous êtes mieux vu jour et nuit au cœur du trafic automobile si caractéristique de Conakry installé sous le toit des taxis. Chez Techland Pub, nous garantissons le suivi de vos publicités et de vos annonces. Contact 621 25 15 34 ou le 662 87 30 51 ou encore le 654 41 77 32. Email techlandassarlu2017@gmail.com. Avec Techland Pub, rendez votre communication mobile. Voilà, de retour dans ce studio, nous allons poursuivre cette émission avec Monsieur Ba, point focal de la lutte contre la corruption au sein du système éducatif guinéen. Mais d'un moment à l'autre, nous allons joindre notre ami syndicaliste Sori Nyouma Leno. Monsieur Ba, on sait que votre tâche ou votre combat, ça sera un combat très difficile. Vous avez le pain sur la planche. Aujourd'hui, quelles sont vos ambitions? Ok. D'abord, avant de parler de vos ambitions, comment vous mesurez l'ampleur de ce fardeau qu'on a mis sur vos épaules? Moi, je crois que c'est pas un fardeau, c'est une responsabilité. Et donc, je mesure déjà la noblesse de cette fonction, mais aussi, certes, je vais aborder certaines difficultés, parce qu'il y a toujours des personnes qui ne veulent pas le changement. Mais à partir du moment où je suis dans l'esprit du chef de l'État, qui prône le changement en République de Guinée, je crois que je vais faire mon maximum pour pouvoir vraiment réussir les ambitions qui sont celui du chef de l'État. Donc selon vous, c'est pas un fardeau, c'est juste la volonté. C'est une responsabilité, oui. D'accord. Voilà. Mais même s'il y a certains qui pensent qu'il y a quand même voilà. Permettez, nous allons recevoir Monsieur Sori Nyouma Leno Kamad. Salut. Salut camarade. Comment allez-vous? Voilà. Et monsieur, voilà, nous sommes à la deuxième fin de la deuxième semaine depuis la reprise des cours. Où en sommes-nous avec la grève déclenchée? Parce que voilà, on vous a vu quand même sur tous les fronts, monsieur. Vraiment, et ça a été un combat très rude, mais Dieu merci, aujourd'hui nous sortons satisfaits. D'accord. Bien, vous sortez satisfait. Dites-nous davantage.
Voilà, et au fait, comme vous l'avez remarqué, le 27 juin dernier, nous avons lancé une grève dans le secteur privé de l'éducation et la grève était axée sur 6 points essentiels. Donc, le premier point, c'était le paiement intégral des arriérés de salaire des enseignants évoluant dans le secteur privé. Et les 5 autres points, à savoir la signature des contrats communs dans toutes les écoles privées et surtout de 12 mois sur 12 au lieu de 9 mois. C'était le deuxième point. Il y a aussi l'augmentation à 100% de nos salaires. Le troisième point, le virement des anciens du privé à la banque comme quatrième point. Il y avait également l'installation de nos démembrements dans toutes les écoles privées. Ça, c'était un autre point également. Donc, autour de ces points, comme vous le savez, il n'y a qu'un seul point qui concerne cette année scolaire. Donc, celui du paiement intégral de nos salaires. Donc, de ce côté, aujourd'hui, vu toutes les informations qui nous ont été remontées, nous sommes satisfaits à 95%. D'accord, vous êtes satisfait à 95%. Et aujourd'hui, on a repris voilà, avec cette pluie et on nous apprend que les examens se tiendront à la deuxième moitié du mois d'août. Quelle lecture avez-vous par rapport à ça? Voilà, et avant de répondre à votre question, laissez-moi informer vos auditeurs que nous avons levé cette grève pour 3 principales raisons. D'abord, la première raison, c'est la satisfaction dont je viens de vous parler. La deuxième raison, c'est que nous sommes en négociation à l'inspection générale du travail depuis que nous avons déposé le préavis de grève. Et donc, cette institution nous demandait de suspendre le mot d'ordre de grève et donner la chance aux négociations. Et le troisième et dernier point, c'est que les enfants qui évoluent dans les classes d'examen ont fait plusieurs délégations pour venir nous rencontrer et nous demander de suspendre. Donc, ce sont ces 3 principales raisons qui nous ont poussé à suspendre la grève. Maintenant, parlant des examens, déjà vous-même, vous voyez, nous sommes en période de pluie et comme c'est une année exceptionnelle, je crois que c'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que avant même Covid, nous étions déjà à 68, entre 68 et 70% de l'évolution du programme. Donc, même un seul mois suffisait pour achever carrément les différents programmes. En tout cas, en ce qui concerne les écoles privées. D'accord, mais après 3 mois, après un peu plus de 3 mois de trêve, quand même, vous connaissez élève guinéen, pendant ces 3 mois, il a oublié ses cahiers. Où est-ce qu'il a mis même ses cahiers? Est-ce que ça ne va pas être compliqué? Justement, même en période de cours, ça nous arrive. Un cours qui a été dispensé, par exemple, aujourd'hui, vous revenez demain pour poser des questions. Les enfants sont incapables de trouver une réponse à ces questions. Donc, parce que la trêve a été plus longue que les vacances habituelles, hein? Voilà, donc c'est une grande inquiétude aujourd'hui pour nous, enseignants évoluant dans les classes d'examen, parce que les enfants naturellement manquent de niveau. Et si cette trêve encore vient s'ajouter, ça devient très très compliqué. Mais l'enseignant ne manque pas d'armes nécessaires pour pouvoir rehausser le niveau de ces enfants. Donc nous ferons de notre mieux. Sinon, franchement, c'est une inquiétude à tous les niveaux, hein, franchement. Bien, certainement, vous, si vous avez un message à lancer à l'endroit du MENA par rapport quand même au choix des sujets, ça va être un peu important. Voilà, mon premier appel à lancer, puisque vous avez un représentant du MENA là-bas, c'est que nous voudrions vraiment que le ministre, le nouveau ministre qui est là, prenne son temps aussi pour écouter le syndicat des anciens du privé. On ne voudrait pas que M. Bano, que nous connaissons, connaisseur bien sûr du secteur de l'éducation, se limite seulement à l'écoute des fondateurs. Donc nous voudrions qu'il accepte aussi d'écouter les enseignants, comme ça il saura le problème qui existe aujourd'hui dans le secteur privé de l'éducation. Maintenant, parlant du choix des sujets, je crois qu'il faudrait prendre des spécialistes pour le faire. Parce que généralement, on donne des sujets aux enfants qui ne sont pas, en fait, en réalité ou en rapport avec le programme que nous voyons dans les classes. Donc, il faut on envoie des sujets de piège. Il faut les éviter cette année. Voilà, il faut en fait des sujets liés au programme, c'est important parce que beaucoup de sujets viennent, franchement les enfants se demandent est-ce que ça c'est français, est-ce que ça c'est philosophie, des choses comme ça. Donc il faut faire le choix en fonction du programme. Et au-delà de cela, vu que l'année a été perturbée,
nous demandons humblement aux personnes qui vont faire le choix de tenir compte de cette situation, pas d'être trop tolérant envers les enfants dans le choix des sujets, mais de tenir compte vraiment de l'année scolaire que nous avons cette année et aussi faire beaucoup attention dans le choix pour ne pas donner des parties qui n'ont pas été vues par les enfants. Bien, année exceptionnelle, choix de sujet exceptionnel, c'est ça? Justement, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Bien, voilà, certainement la dernière question, monsieur. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la lutte contre la corruption. Et voilà, vous connaissez, ça se passe partout dans le monde et partout dans tous les domaines. Est-ce que c'est une très bonne chose? Parce qu'on a vu l'Agence nationale de la lutte contre la corruption aussi a installé des points focaux dans les ministères. Surtout, le représentant du MENA avait pris part à cette installation. Est-ce que ça vous préoccupait aussi, voilà, quand même, cette question? Justement, c'est préoccupant dans tous les secteurs et le secteur de l'éducation en est aussi un autre. Ouais. Donc, si le département a accepté d'être représenté, franchement, c'est quelque chose à féliciter. Yeah. Et c'est une inquiétude parce que nous sommes avec les futurs leaders de demain. Ouais. Donc, si aujourd'hui, on apprend aux enfants à copier, on apprend aux enfants à faire de la corruption, au fait, par exemple, donner des notes aux enfants moyennant de l'argent, c'est des choses qu'il faut éviter dans notre secteur. Donc, il ne faudrait pas que M. Diallo, je pense que c'est Diallo ou pas, M. Ba. Voilà, se limite seulement dans nos départements, mais nous voudrions qu'il vienne aussi sur le terrain parce que la corruption est aujourd'hui à tous les niveaux de notre système éducatif. Donc, nous le félicitons en tant que syndicat des enseignants du privé par rapport à son choix et nous l'encourageons et lui demandons franchement d'être sur le terrain parce que la tâche qu'il a est une tâche très lourde. Voilà. Bien. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, monsieur? Oui, ce qu'on a oublié, c'est que nous demandons aux enseignants du privé d'être toujours forts, d'être solidaires, parce qu'à travers cette grève, ils ont su qu'ils peuvent se défendre, ils ont su qu'ils peuvent se donner la main pour se protéger. Donc, nous leur disons que le recul du bélier n'annonce pas la fin du combat. C'est juste une prise de position pour le combat futur. Donc, nous leur demandons de se positionner parce que rien n'est terminé. Suspendre une grève n'est pas lever une grève. Donc, à tout moment, tout ce qui est suspendu peut retomber. Donc, nous leur demandons de rester solidaires. Bien, général, vous êtes un bon soldat. Salut camarades, merci et nous disons merci à tous les médias qui nous ont accompagnés dans ce combat. Merci, portez-vous bien, voilà. Merci, c'était monsieur Nyouma Leno, secrétaire général adjoint, voilà, et du syndicat des écoles privées voilà, des enseignants des écoles privées de Guinée. Et voilà, monsieur Ba, même si ou bien vous avez quelque chose à dire par rapport à sa réaction. Ok, je remercie monsieur Leno de sa brillante intervention. Et je me réjouis du fait que déjà ils ont levé la grève parce que ça c'est une très bonne chose. Vous savez, moi je demanderais à tous les syndicalistes d'harmoniser leurs actions, leurs revendications. Si aujourd'hui c'est le syndicat du public qui grève, ou demain c'est le syndicat du privé qui grève, vraiment c'est fatigant. Ouais, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué de gérer cette situation, d'accord? Et tous les jours les grèves, il faut qu'on ait une union sacrée. En tant qu'enseignant, il faut qu'on ait pitié de ces pauvres enfants-là qui ne vont pas à l'école parce que tel syndicat est en grève et tel autre syndicat est en grève. Je crois qu'ils n'ont qu'à harmoniser leurs actions et écouter aussi le gouvernement et le département parce que, comme lui-même il a dit, à situation, à cas exceptionnel, une décision exceptionnelle. Donc ils ont compris qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation exceptionnelle et ça c'est dans le monde entier. Donc je crois que les grèves ne sont pas les bienvenues maintenant, mais je salue le fait que déjà ils ont pu lever la grève, ça c'est une très bonne chose. Et par rapport à sa préoccupation d'élargir nos actions au niveau au niveau des services déconcentrés, je vous l'ai dit et je vous ai déjà dit ça hier. Et c'est le premier travail que moi je me suis déjà fixé. Le premier objectif, c'est de mettre en place des points focaux au niveau de toutes les structures déconcentrées du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, jusque dans les écoles, jusqu'à la base. Donc, et ça,
c'est en collaborant aussi avec même eux, les syndicats. Parce qu'on ne peut pas lutter la corruption. C'est-à-dire la corruption, c'est une chaîne. De tout le monde. C'est une chaîne. C'est l'affaire de tout le monde. Non seulement les enseignants, les encadreurs, les syndicats et tous les acteurs de l'éducation doivent être impliqués pour lutter contre la corruption. Ce n'est pas une seule personne qui peut lutter contre la corruption. D'accord? On ne peut pas être partout. Mais s'il y a des représentants, je crois qu'ils vont relayer les informations et ensemble, on va prendre des mesures pour pouvoir lutter efficacement contre la corruption. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, votre d'abord premier objectif, première ambition, c'est de vulgariser ce point focal. C'est de mettre d'abord des points focaux au niveau de toutes les structures déconcentrées de l'éducation, et ensuite maintenant il faut qu'il y ait une formation, il faut vulgariser les lois. La loi L0 41, il faut la vulgariser. Il faut que les gens se rendent compte que voici les actes qui sont assimilés à la corruption, et voici, au cas où tu es tenté à faire de la corruption, voici les sanctions qui sont prévues par le code pénal. Mais si les personnes ne connaissent pas, est-ce que vous voyez ce que ça va faire? Donc c'est ça mon ambition. Bien. Aujourd'hui, quelles sont les sanctions qui sont prévues pour un corrompu, un corrupteur? Voilà, bon, les sanctions sont prévues déjà et punies dans le code pénal guinéen en vigueur. Donc la peine varie entre 5 ans à 10 ans. Ça dépend de la peine. Voilà, ça dépend de la peine, de la gravité de la gravité, d'accord. D'accord, de la gravité de l'acte. Mais aujourd'hui, vous avez parlé de la décentralisation de ces points focaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous connaissez réellement ce qui se passe sur le terrain, bien avant qu'on ne vous installe? Est-ce que je sais que au niveau du MENA, c'est votre domaine. Est-ce que vous étiez déjà intéressé par rapport à ce genre de pratiques en milieu scolaire? Oui, c'est des pratiques qui existent et que nous allons chercher à éradiquer au niveau du système éducatif guinéen. D'accord? Et nous venons d'être installés, et je crois qu'à l'avenir, nous allons focaliser nos efforts pour que, non seulement dans les écoles publiques, mais aussi dans le privé, parce qu'il y a la corruption partout. Et donc, il faut aussi que dans les écoles privées, que les élèves ne payent pas de l'argent pour aller en classe supérieure. D'accord? Et d'ailleurs, vous verrez que dans certaines écoles, quand l'élève n'est pas admis au public, il vient s'inscrire dans les écoles privées pour continuer les cours. Bien, et donc, surtout notre camarade nous rappelle, M. Ba, le choix des surveillants et des correcteurs est payant. Et donc ça aussi, il faudrait que vous vous renseigner et surtout mettre en œuvre pour que ces genre de choses cessent. Vous étiez informé de ça? Le choix la façon dont on choisit les surveillants, ceux qui surveillent pour les examens, et les correcteurs. La plupart d'entre eux, il y a certains qui perdent de l'argent. Je ne suis pas informé. Vous savez, il ne faut pas seulement parler pour parler. C'est Nassien qui parle, c'est Nassien. Écoutez, nous usons les faits. Il faut qu'il y ait des preuves. On ne peut pas parler de corruption s'il n'y a pas de preuves. Je ne peux pas dire que vous êtes corrompu alors que je n'ai pas de preuves. Il faut qu'il y ait des preuves matérielles. Lui, il est une preuve, monsieur Leno, parce que c'est un ancien quand même. Bon, je ne dis pas le contraire, mais moi, je n'ai pas de preuves et je ne peux pas affirmer ce qu'il a dit. Ça n'engage que lui. Bien, donc ici, aujourd'hui, si je comprends bien, pour qualifier un acte répréhensible à la corruption, donc il faudrait qu'on prenne l'intéressé la main dans le sac, c'est ça? Non, pas forcément. Mais il faut qu'il y ait des preuves. C'est ça, il faut qu'il y ait des preuves matérielles. Je ne peux pas dire seulement que j'ai tenté de corrompre une personne, ou bien cette personne m'a corrompu, ou bien j'ai vu des personnes qui sont corrompues. Non, il faut qu'il y ait des preuves. Ça peut être audio, ça peut être en tout cas des images, ou en tout cas des témoins, quelque chose comme ça. Mais il faut qu'il y ait quand même des preuves pour qualifier un acte de corrompu. Et ça, ce sera à la pression du juge. Donc cela veut dire que notre rôle, c'est de prévenir, détecter, on détecte, après on rassemble les trucs
et puis on soumet. C'est aux juges d'apprécier, c'est pas à nous. Cela veut dire que vous avez une tâche très ardue, hein, monsieur Ba, pour quand même éradiquer ce fléau, voire cette pandémie, parce qu'il précise, hein, à Matoto, c'est 100 000 par enseignant pour la surveillance. Et il y a certains actes de corruption, il n'y aura pas de preuves parce qu'on n'écrit pas, parce qu'on n'enregistre pas. Finalement, c'est entre des personnes, il n'y a pas d'écrit, il n'y a aucune trace. Et finalement, ça vous complique la tâche. De toutes les façons, nous allons recueillir des informations et nous allons les analyser pour ensuite voir quelles mesures il faut prendre par rapport à ces actes. Mais on ne peut pas qualifier de quelque chose de corruption comme ça seulement, sans avoir des preuves concrètes. Donc vous ne prenez pas de spéculation. Voilà, on ne prend pas de spéculation. C'est pourquoi je vous dis, la lutte contre la corruption, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pas seulement les membres de l'agence ou bien les points focaux, c'est l'ensemble de tout le monde. Il faut qu'il y ait une volonté de l'ensemble même de Guinée en personne. Il faut qu'il y ait une volonté pour lutter. Imaginez un parent qui vient, un parent d'élève qui vient donner de l'argent pour que son enfant soit admis en classe supérieure, même s'il n'a pas la moyenne. Vous voyez? Donc, même si vous dites à l'enseignant de ne pas prendre l'argent, mais et le parent même qui vient proposer de l'argent, lui-même, il est conscient que son enfant n'est pas admis et il vient payer de l'argent pour qu'il ait en classe supérieure. Donc, c'est pourquoi je vous dis, la lutte contre la corruption, c'est l'affaire de tout le monde. Et c'est que la corruption gâte à l'économie, ça nuit complètement l'économie dans un système ou dans un pays. Bien, en tout cas, l'économie, comme on appelle la corruption, est plus qu'une pandémie. Et la corruption, c'est un acte vieux comme le monde, hein, parce que depuis que le monde est né, presque, il y a de la corruption. Et il y a de la corruption partout dans le monde, mais quand même, le degré diffère. En Guinée, voilà, quand même, donc, il y a... je vais rappeler un peu... D'accord. Je vais un peu rappeler les pratiques assimilées, c'est-à-dire... En tout cas, on a 5 minutes devant nous. La prévention de la corruption dans le secteur de l'éducation, dans la loi L041, en son article 31, qui stipule que les fraudes dans les examens et concours publics, la délivrance des diplômes et titres, l'obtention contre rémunération ou non d'accomplir un acte relevant de la mission d'éducation dans le but de favoriser toute forme de fraude ou de tricherie, la perception indue et la dissimulation illicite de sommes d'argent par les responsables d'établissements publics ou privés, et les enseignants sont assimilés à la corruption et punis comme tels. Donc vous avez vu, même le privé aussi n'est pas épargné. Voilà, donc tout ça c'est prévu et puni par la loi guinéenne. Bien, voilà, et vos activités sur le terrain débuteront quand? Ou bien c'est pas prévu encore? Bien, même si peut-être que moi je suis pressé parce que l'installation a eu lieu hier et moi je suis là en train de vous demander à quand vous allez commencer les activités. Je suis trop pressé, monsieur. Voilà, les activités seront pour bientôt, Inch'Allah. D'accord. Mais est-ce que quand même forcément vous aurez besoin de gros moyens pour ça? Non, pas forcément des gros moyens. Vous savez, il suffit d'avoir une bonne volonté. Pour lutter contre la corruption, même si vous avez des gros moyens, si vous n'avez pas la bonne volonté, vous ne pouvez pas lutter. Et comme déjà, cela s'inscrit dans l'agenda du président de la République, je crois qu'on aura suffisamment de moyens pour lutter contre la corruption dans le secteur et aussi ça y va de la volonté aussi du ministre de l'Éducation nationale. Parce que s'il a été proposé, vous-même vous avez vu, il y a sur 33 départements ministériels, il n'y en a que 12 qui ont répondu. Donc cela veut dire que notre département de l'éducation a la ferme volonté de lutter efficacement contre toute forme de corruption dans le système éducatif guinéen. Bien, en tout cas, pourquoi j'ai insisté sur les moyens, parce que voilà, on nous apprend que le Nigeria, voilà, a un fonds de plus de 30 millions de dollars seulement pour la lutte contre la corruption. Et la Sierra Leone, voilà, nos voisins, c'est quand vous évaluez, c'est plus de 58 milliards de nos francs pour la lutte contre la corruption. Et si vous n'avez pas les moyens, c'est pas facile pour vous. Voilà, et d'éradiquer. Oui, je crois que la corruption en Guinée, ça fait perdre des milliards en Guinée. Ouais. Donc, je crois que on aura suffisamment de moyens parce que
si vous dépensez 1 milliard pour lutter contre la déperdition de 1000 milliards, je crois que cela n'est pas de trop. D'accord? Donc je crois qu'on aura suffisamment de moyens pour vraiment tenter de lutter efficacement contre la corruption en milieu scolaire. Bien, voilà, en tout cas, vous l'avez suivi, c'est M. Abdoul Qadir Ba, et voilà le point focal de cette lutte contre la corruption au niveau du MENA, un ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Monsieur Ba, c'est ça aussi la radio, c'est l'heure. Je ne sais pas si on a oublié quelque chose. Là, vous vouliez vous exprimer ou bien votre mot de la fin. Ok, moi je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir accordé de m'exprimer. Et je remercie aussi vos auditeurs, vos milliers d'auditeurs. Et je veux profiter de l'occasion pour remercier le ministre de l'Éducation nationale et tous les cadres d'ailleurs pour le choix qui a été porté à ma personne, et aussi au président de la République pour la confiance. Donc, et je crois que je m'engage pour vraiment honorer, je m'engage à faire mon mieux pour que vraiment les attentes, pour que je ne déçois pas les attentes. Bien, cela veut dire que vous avez déclaré la guerre contre la corruption au sein du système éducatif guinéen. Oui, bien sûr. Bien, ça n'est terminé. Merci, Monsieur Ba, c'est fait un grand plaisir. Merci. Bien, voilà, était là derrière la console numérique, c'est Bangoura ici au micro à la présentation, Mamadou Djongasiba. On se reprend la semaine prochaine pour un autre numéro en ce qui concerne le système éducatif guinéen. Sachez que l'école d'abord est là pour faire la promotion d'un bon système éducatif guinéen. Parce que comme on le dit, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Surtout, ne jappez pas. Dans 5 minutes, votre émission va vous revenir. C'est les réalités de chez vous, animée par votre ami Mamadou Kalabari. Tous les enfants doivent aller à l'école. L'école d'abord. L'éducation en Guinée est malade. Les étudiants qui sortent, soi-disant maîtrisables, ne sont même pas capables de faire une page sans faire de faute, même pas une page. L'école d'abord est une tribune d'échange en direct, d'expression à